Quand ma maison a brûlé, j'ai envoyé un SMS sur le chat familial, nous sommes en sécurité, mais nous avons tout perdu. Aucune réponse. 1 heure plus tard, mon frère a identifié tout le monde sur des photos, le meilleur week-end en famille de tous les temps. Personne ne s'est manifesté. Des semaines plus tard, alors que je dormais encore dans un refuge, mon téléphone a explosé avec 92 appels manqués et un SMS de maman, nous avons besoin de toi immédiatement. C'est juste $5000. Sans réfléchir, j'ai regardé les flammes lécher le côté du garage comme si c'était une allumette. Cette lueur orange, la fumée s'enroulant dans le ciel nocturne, le bruit de quelque chose qui se brise, probablement la vieille télévision dans le bureau. Tout cela s'est fondu dans un chaos surréaliste au ralenti. Je n'entendais même plus les voisins crier, c'était comme si le monde était passé sous l'eau. Ma femme avait déjà attrapé notre fils et était sortie. Je suis resté assez longtemps pour vérifier chaque pièce, par instinct. Stupide. Il n'y a rien d'héroïque à presque s'étouffer avec de la fumée en essayant de sauver des choses que vous ne pouvez même pas transporter. J'ai attrapé mon téléphone et mon portefeuille, et c'est tout. Pas de vêtements, pas de photos, pas d'album de mariage. J'ai quitté la maison pieds nus avec rien d'autre que de la fumée dans les poumons et un goût de cuivre dans la bouche. Au moment où nous nous tenions de l'autre côté de la rue, enveloppés dans des couvertures rêches de la Croix-Rouge, j'essayais encore de comprendre ce qui venait de se passer. Les pompiers se déplaçaient autour de nous comme des horloges, arrosant les dernières flammes, parlant dans des radios, traînant des poutres calcinées de ce qui était autrefois mon garage. J'ai baissé les yeux et j'ai réalisé que mes mains tremblaient. Je ne me sentais pas effrayé, juste vide, comme si quelque chose à l'intérieur de moi avait été creusé. Je me souviens que mon fils a demandé « Où est ma chambre ?» Et ma femme n'a rien dit. Elle s'est juste agenouillée à côté de lui et l'a serré dans ses bras. C'est à ce moment-là que j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la discussion de groupe familial, moi, mes parents, mon frère Noah, ma sœur Jordan. C'est la même que nous utilisons pour les anniversaires, les urgences, l'envoi de mèmes qui ne faisait rire personne. Je n'ai pas trop réfléchi. J'ai juste tapé ce qui comptait, nous sommes en sécurité, mais nous avons tout perdu. Envoyé. Lu. C'est tout. Je m'attendais à ce que quelqu'un appelle tout de suite, peut-être ma mère, peut-être Noah, peut-être Jordan. Je m'attendais à des questions, de l'inquiétude, même un peu de choc. Rien. Les confirmations de lecture étaient là comme un défi. Pas de bulle de saisie. Pas de réponse, juste le silence. Nous avons été transférés dans un refuge temporaire cette nuit-là, un gymnase transformé en centre de crise. Des lits de camp, de l'eau en bouteille et une femme qui n'arrêtait pas de nous demander si nous avions de l'asthme ou des blessures. J'ai essayé de tenir le coup pour ma femme et mon fils. Mon garçon s'est endormi avec la tête sur mes genoux. Ma femme n'a pas pleuré. Elle n'arrêtait pas de se frotter les tempes comme si la pression dans son crâne était trop forte pour être contenue. J'ai de nouveau ouvert mon téléphone. Toujours rien de la famille. J'ai pensé, peut-être qu'ils dorment. Peut-être qu'ils digèrent. Peut-être qu'ils sont en route. Et puis, peut-être 1 heure plus tard, j'ai ouvert Instagram par un stupide réflexe. Je voulais juste quelque chose à regarder. Juste besoin de ne rien ressentir pendant 1 seconde. Premier message qui est apparu, Noah. Un carrousel complet, 10 photos. Lui, mes parents, ma sœur, tous dans une maison au bord d'un lac, riant, faisant des grillades, des verres à la main, des chemises assorties, même une stupide photo de mon père portant des brassards. Il avait identifié tout le monde. En légende, le meilleur week-end en famille de tous les temps. Je n'ai même pas scié. J'ai juste regardé. Chaque photo plus nette que la précédente. Tout le monde souriant comme s'il ne se souvenait même pas de qui j'étais. Aucune mention de l'incendie. Aucun commentaire du genre « Je pense à Luc » ou « Je prie pour toi ». Ils avaient vu le message. Ils l'avaient lu, et ils étaient passés à autre chose. J'ai montré le téléphone à ma femme. Elle n'a pas dit un mot, a juste secoué la tête et a détourné le regard. Nous sommes restés dans ce refuge les 3 nuits suivantes. La FEMA est venue. Des voisins nous ont apporté des vêtements, de la nourriture, même un jouet ou 2 pour mon fils. Un pompier est passé pendant ses heures de repos avec une pizza et a dit qu'il avait aussi vécu un incendie quand il était enfant. Des étrangers ont fait plus pour moi que ma propre famille. Personne de mon côté n'a appelé. Personne n'a rendu visite. Rien. Des semaines ont passé.
Mon fils a cessé de demander quand nous rentrerions à la maison. Il a commencé à appeler le lit de camp son lit. Les parents de ma femme sont venus de Riverside. Ils nous ont aidés à trouver un petit appartement. Ils n'ont rien demandé. Son père m'a tendu une carte prépayée et a dit que ce n'était pas de la charité, c'était du respect. Ce mot m'a frappé plus fort que tout. Respect. Je n'avais pas ressenti cela de la part de ma propre famille depuis des années. J'ai commencé à reconstruire, faisant littéralement des petits boulots, des travaux manuels, des services de bricolage pour rester à flot pendant que l'assurance traitait le dossier. Un soir, en nettoyant après avoir aidé à réparer un toit à Echo Park, j'ai vérifié mon téléphone, 92 appels manqués, tous provenant de ma discussion familiale, et un SMS de ma mère, comme s'il avait été arraché d'un autre univers. Nous avons besoin de toi immédiatement. C'est juste $5000. C'était le moment, juste là. Mes mains n'ont pas tremblé cette fois. Mon estomac ne s'est pas noué. J'ai juste regardé ce message pendant un long moment et j'ai pensé, ils ne m'ont pas appelé quand j'ai tout perdu. Et maintenant ils appellent parce qu'ils veulent quelque chose. C'était la dernière nuit où je les ai considérés comme ma famille. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir de la cuisine du petit appartement que nous avions réussi à nous procurer, l'écran s'allumant toutes les quelques minutes comme pour me narguer. D'autres messages sont arrivés de ma sœur, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. De Noah, c'est juste un prêt. Calme-toi. Et de ma mère à nouveau, nous savons que tu les as. Luc, ne sois pas dramatique. Dramatique. Ils m'ont vu tout perdre. Ils ont vu ma femme et mon fils dormir sur des matelas en plastique dans un refuge. Ils nous ont vu disparaître de la carte pendant des semaines et n'ont rien dit. Puis, au moment où ils ont eu besoin de quelque chose, je suis redevenu visible. Pas en tant que personne, juste en tant que portefeuille. J'avais passé les 10 dernières années à les sortir de tout leur pétrin, la marque de basket ratée de mon frère pour laquelle j'avais couvert les frais d'expédition, les frais de scolarité du programme d'infirmière de ma sœur quand elle n'avait pas droit à l'aide, la deuxième voiture de mes parents quand ils ne voulaient pas vendre le bateau. Et pas une seule fois, pas une seule, aucun d'eux n'avait dit merci sans condition. Ils s'y attendaient, comme si je leur devais pour exister. Alors, non, je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé dans mes applications bancaires. Silencieusement, froidement, je les ai retirés de tous les comptes auxquels je les avais autrefois liés. L'épargne commune que j'avais mise en place pour les urgences commerciales de mon frère, fermée. La carte de crédit que mes parents utilisaient pour les courses mais qui affichait mystérieusement des achats de luxe une semaine sur deux, annulée. J'ai retiré mon nom du bail que j'avais co-signé pour l'appartement de ma sœur à Westwood. Que le propriétaire s'occupe d'elle désormais. Il ne le sentirait pas tout de suite, mais il le sentirait. Et quand il le ferait, il saurait exactement pourquoi. Les messages continuaient d'arriver. Noah a essayé d'appeler via Facebook Messenger quand je l'ai bloqué. Ma sœur a laissé des messages vocaux disant « Nous sommes une famille, Luc ». Ma mère a écrit tout un paragraphe sur le fait que je changeais et que je laissais ma femme me contrôler. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Ma femme, la seule personne qui est restée à mes côtés pendant l'incendie, littéralement et métaphoriquement. Elle n'a jamais rien demandé d'autre que du respect, ne m'a jamais dit quoi faire avec ma famille. Mais maintenant, elle était la méchante parce que je ne leur versais plus d'argent aveuglément. Puis mon père a finalement pris contact, l'homme qui n'avait pas dit un mot depuis l'incendie. Il a laissé un message qui durait à peine 1 minute, mais j'ai écouté chaque seconde. Tu coupes les ponts avec ton propre sang, Luc. Tu penses que les étrangers se soucieront de toi quand ça comptera? Tu vas le regretter. J'ai écouté ce message 2 fois. Puis je l'ai sauvegardé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me le rappeler. Mais il était déjà trop tard pour la culpabilité, trop tard pour les doutes. Ils avaient clairement montré qui comptait et qui ne comptait pas. Cet incendie n'a pas seulement détruit ma maison, il a tout révélé. Des années à être utilisées, rejetées, à devoir donner et donner sans poser de questions. Et maintenant que le guichet automatique était fermé, j'étais soudainement le méchant. Ce soir-là, j'ai regardé à travers le petit appartement où ma femme aidait notre fils à faire ses devoirs à la table de cuisine que nous avions eue gratuitement sur Craigslist. Je lui ai demandé, penses-tu que j'ai bien fait? Elle n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête une fois, comme s'il n'y avait même pas de questions à se poser.
Je suis allé dormir cette nuit-là pour la première fois depuis des années sans le poids de l'obligation qui m'écrasait la poitrine. Le lendemain matin, j'ai reçu un nouveau message de ma sœur, « Tu seras désolé quand tu auras besoin de nous ». Je ne l'ai même pas ouvert parce que j'avais enfin compris quelque chose que j'avais été trop aveugle pour voir. Je n'ai jamais eu besoin d'eux. Ils s'étaient juste assurés que je le pense. Après que j'ai tout déconnecté, leur silence n'était pas paisible. Il était stratégique, comme s'ils se regroupaient, cherchant comment contourner la nouvelle version de moi, celle qui ne cédait pas, celle qui avait enfin appris à dire non. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que la première fissure n'apparaisse. Ma sœur a de nouveau envoyé un message une semaine complète après le dernier texto, cette fois avec une capture d'écran de son avis d'expulsion. Pas de salutation, pas d'explication, juste une photo et un message de 2 lignes, « J'espère que tu es heureux. C'est de ta faute. » Je n'ai pas répondu. Le même jour, mon frère a publié une diatribe dans ses stories sur les gens que l'argent change. J'étais identifié. Ma femme aussi. Il n'a jamais dit non, mais c'était évident. Il a utilisé des expressions comme fausse loyauté et le sang est censé signifier quelque chose. Puis il a mis un lien vers un GoFundMe pour une nouvelle voiture après que la sienne soit tombée en panne sans raison. J'ai fait défiler et je suis retourné poncer un morceau de bois de récupération. J'ai aidé l'oncle de ma femme à construire des meubles le week-end. Pas glamour, mais honnête. Assez bien payé. Et ça me donnait quelque chose à faire de mes mains, quelque chose de réel. J'en avais besoin. Puis est venu le message vocal de ma mère. Pas de cris cette fois, juste des larmes. Elle a dit qu'ils étaient en retard sur les factures, que les heures de mon père avaient été réduites, qu'il ne m'avait jamais rien demandé que je ne pouvais pas me permettre. Elle a dit qu'elle ne me reconnaissait plus, que j'étais froid, que je devenais le genre d'homme qui mourait seul, aigri et vide, sans famille. Celui-là m'a un peu touché. Je suis resté avec ça pendant un moment. J'ai pensé à l'appeler. J'ai pensé à tout lui dire, que je me noyais depuis des années, gardant tout le monde à flot pendant qu'il perçait des trous dans le bateau, que l'incendie ne m'avait pas changé, il m'avait juste révélé. Mais je n'ai pas appelé, parce que je savais comment la conversation se déroulerait. Elle pleurerait. Je me sentirais coupable. J'offrirais quelque chose. Et puis je serais de retour à la case départ, fauché d'une manière différente. Pendant ce temps, de notre côté, les choses avançaient lentement mais sûrement. Les parents de ma femme nous ont invités à vivre avec eux temporairement. J'ai d'abord refusé par fierté, mais ils ont insisté. « Vous avez un enfant », a dit sa mère. « Vous n'avez rien à prouver. » Alors, nous avons emménagé. Et c'était la première fois depuis des années que je sentais que quelqu'un était vraiment heureux que nous soyons là. Mon beau-père a laissé mon fils l'aider à construire un nichoir le premier week-end. La mère de ma femme nous a inclus dans chaque repas comme si nous avions toujours fait partie de la famille. Ils n'ont pas demandé ce qui s'était passé avec mes parents. Ils nous ont juste donné de l'espace et du soutien. Le contraste était saisissant. Un matin, en sirotant un café sur la véranda arrière, mon beau-père a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, « Tu ne peux pas te mettre le feu pour garder les gens au chaud, Luc. Ils continueront simplement à demander plus de bois de chauffage. » Et il avait raison. Cette semaine-là, j'ai officiellement demandé à me retirer de la fiducie familiale. Mon nom figurait sur trop de documents, trop de comptes, trop de liens enchevêtrés d'une vie que je ne vivais plus. Je voulais que tout soit coupé, net. La paperasse a pris un certain temps, mais le sentiment a été instantané. Je me sentais enfin m'appartenir. Puis, 2 nuits plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. On a frappé à la porte. Ma femme a regardé à travers le Judas et s'est raidie. « C'est ton frère. » Je ne l'avais pas vu depuis avant l'incendie. J'ai ouvert la porte. Il avait une sale mine. Les cheveux en désordre, des cernes sous les yeux, portant un sweat à capuche hors de prix que j'avais probablement payé il y a des années. Il n'a rien dit tout de suite, a juste regardé par-dessus mon épaule comme s'il essayait de juger la vie que j'avais construite sans lui. Puis il l'a dit, « Vas-tu vraiment nous laisser nous noyer comme ça ?» Je n'ai pas répondu. Je suis juste sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je l'ai dépassé en descendant les escaliers du porche. Il a suivi. Et ce qui s'est passé ensuite, ce qu'il m'a dit dans l'allée, c'est là que j'ai réalisé à quel point la pourriture était profonde. Il m'a suivi dans l'allée sans dire un mot, comme s'il ne savait pas trop quoi faire de la version de moi qui ne le laissait pas entrer. C'est pas traîner un peu,
comme s'il s'attendait à ce que je m'arrête et que je me retourne. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste marché jusqu'au bord de la cour et j'ai attendu. C'était calme pendant un moment, juste le bruit du vent dans les arbres et le chien de quelqu'un qui aboyait au loin. Puis finalement, il a parlé. Il pense que tu es sérieux cette fois. Je me suis tourné vers lui, pas en colère, juste fatigué. Je le suis. Il n'a pas bronché. Il panique. Maman parle à peine. Papa est furieux. Jordan refait son numéro de victime. J'ai laissé échapper un petit rire par le nez. Choquant. Non, écoute, a-t-il dit. Je ne suis pas venu ici pour supplier. Je suis venu te dire quelque chose que tu ne sais probablement pas. Il a fait une pause comme s'il pesait le pour et le contre. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. J'étais censé venir cette nuit-là quand l'incendie a eu lieu. J'étais déjà dans la voiture. Je l'ai dévisagé. Et papa a appelé, m'a dit de ne pas y aller. Cela m'a coupé le souffle. Il t'a dit de ne pas venir alors que tu savais que ma maison était en feu. Il a hoché la tête. Il a dit de ne pas envenimer les choses. Que tu cherchais probablement juste de l'attention. Il a dit que tu t'en sortirais. Que si nous venions, ça ne ferait qu'empirer les choses. Maman l'a soutenu. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Pendant une seconde, j'ai cru que je ne l'avais peut-être pas bien entendu, mais il a continué. Il pensait que tu exagérais. Ils ont dit que tu culpabiliserais tout le monde pour te donner de l'argent à nouveau. Ils n'ont même pas cru que les dégâts étaient réels avant, genre, une semaine plus tard. À ce moment-là, ils se sont dit qu'il était trop tard pour faire quoi que ce soit. Je suis resté silencieux pendant un long moment. Ils ont vu les photos, ai-je finalement dit. Ils ont lu mon message. Oui, a-t-il dit. Ils ne voulaient tout simplement pas y croire. Ils ont dit, tu as toujours été dramatique. Tu as toujours tout ramené à toi. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement eux. Je leur donne de l'argent pendant 10 ans, et la seule fois où j'ai besoin de quelque chose, c'est moi qui ramène tout à moi. Il a baissé les yeux vers le sol. Je ne me suis pas opposé à eux. J'aurais dû. Je savais que c'était réel. J'ai vu les photos, et je suis quand même resté dans cette foutue voiture et j'ai fait demi-tour. Je ne savais pas s'il cherchait le pardon ou s'il essayait juste de se confesser. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien dit. Je ne lui devais aucun réconfort. Puis il m'a frappé avec quelque chose que je n'attendais vraiment pas. J'ai déménagé la semaine dernière. Je l'ai regardé. Quoi? J'en ai marre. J'ai fait mes valises, je suis parti. Je suis chez une fille que j'ai rencontrée au travail. Je n'en pouvais plus. Il parle de toi comme si tu étais un monstre, comme si tu nous avais trahis. Mais je le vois maintenant. Tu n'as pas changé. Tu as juste arrêté de les laisser prendre. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Pendant une seconde, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, comme si je n'étais peut-être pas fou. Comme si quelqu'un d'autre l'avait enfin vu aussi. Il a sorti un morceau de papier plié de sa veste et l'a tendu. Maman a écrit ça. Elle a dit que c'était mieux que d'envoyer un SMS. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas pris. Pas tout de suite. Il est resté là avec ça dans sa main pendant quelques secondes, puis a abandonné et l'a posé sur la dernière marche du Porsche. Si jamais tu veux parler, vraiment parler, je suis là, a-t-il dit. Je le pense. Puis il est parti. Il n'a pas attendu de réponse. Il a juste disparu dans le crépuscule comme s'il savait qu'il ne fallait pas insister. Je suis resté là à regarder le papier plié. Pendant longtemps, je ne l'ai pas touché. J'ai pensé que je le brûlerais peut-être. Peut-être que je le jetterais à la poubelle sans le lire. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Plus tard dans la nuit, pendant que ma femme bordait notre fils, je me suis assis sur le porche et j'ai ouvert la lettre sous la lumière du Porsche. Ce n'était pas une excuse. C'était pire. À l'intérieur se trouvaient 6 reçus imprimés, tous des frais d'une clinique médicale. Le nom de mon père était sur chacun d'eux. On lui avait diagnostiqué quelque chose. Je ne savais même pas quoi exactement. Les descriptions étaient vagues, mais sérieuses. La dernière ligne de la dernière page était manuscrite, c'est pourquoi nous avons demandé l'argent. Aucune explication, aucun contexte, juste cette seule phrase. Et maintenant, je devais prendre une décision.
Je ne sais pas par où commencer. La phrase est restée en suspens pendant une seconde. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. C'était la première fois de ma vie que j'entendais mon père sembler incertain de lui-même. Même quand j'étais enfant, même quand il avait tort, il disait toujours les choses avec l'assurance d'un homme qui ne doutait jamais de rien. J'avais tort, a-t-il dit. C'était la deuxième fois que je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne croyais pas que l'incendie était aussi grave que tu l'as dit. Je pensais que tu essayais de nous effrayer pour nous faire réagir. Je pensais que tu étais en colère et que tu t'en prenais à nous. Je ne parlais toujours pas, ta mère le croyait aussi. Nous le pensions tous. Nous nous sommes dit que tu reviendrais comme tu le faisais toujours. Je n'ai même pas regardé les photos. J'ai juste supposé. Il s'est arrêté là. Je pouvais entendre l'arrière-plan, un bip faible, le murmure d'une machine. Il était dans une chambre d'hôpital. On m'a diagnostiqué en avril. C'est le stade 3. Je n'ai rien dit à personne pendant un moment. Je ne voulais pas que tu penses que j'essayais de te culpabiliser pour quoi que ce soit. Là, ça m'a fait rire, mais doucement, amèrement. Mais ensuite, nous étions à court d'options. Et quand nous avons eu besoin d'argent, ta mère a envoyé un message. Je l'ai eu, ai-je finalement dit. 92 appels manqués, a-t-il soupiré. Je sais. Il y eut une longue pause, puis finalement, j'avais tort à ton sujet. Tu as porté cette famille pendant longtemps. Je voyais ça comme une faiblesse. Je pensais que tu essayais d'acheter de l'amour, mais tu essayais juste de nous maintenir ensemble. Tu ne m'as pas arrêté, ai-je dit. Pas une seule fois. Je ne voulais pas le voir. Je voulais la version de toi qui était utile. Je n'ai pas pensé au coup. Silence à nouveau. Puis il a dit quelque chose qui resterait avec moi pour le reste de ma vie. Si tu ne nous aides plus jamais, je comprendrai. Je ne voulais juste pas partir sans le dire. Tu avais raison. Je suis resté assis là, le téléphone à l'oreille, le soleil matinal entrant par la fenêtre de l'appartement, mon fils mangeant des céréales à la table derrière moi, ma femme fredonnant doucement dans la cuisine, et j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. J'en avais fini. Pas dans le sens cruel et froid, juste fini d'avoir besoin de quoi que ce soit d'eux. Je n'avais pas besoin de tourner la page. Je n'avais pas besoin de vengeance. Je n'avais même plus besoin d'excuses. Le mal était fait. Le feu avait déjà défriché la terre. Tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était reconstruire. Je couvrirai la prochaine série de traitements, ai-je dit une fois. Directement avec la clinique. Pas $1 à qui que ce soit d'autre. Il est resté silencieux pendant un long moment. Merci, a-t-il dit. Même maintenant, je ne le mérite pas. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Au cours des semaines suivantes, j'ai effectué le paiement directement au centre médical. Sans fanfare, sans conversation. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma mère, ni de ma sœur, ni de personne d'autre. Noah a gardé ses distances mais envoyé occasionnellement un texto pour prendre des nouvelles. Il a trouvé un emploi dans un entrepôt à Torrance, a commencé à louer une chambre chez un ami. Je lui ai souhaité bonne chance, mais je ne l'ai pas invité. Pas encore. Peut-être un jour. Ma femme et moi avons finalement trouvé une petite maison en dehors de la ville. Rien d'extraordinaire, mais la nôtre. Le premier clou que j'ai planté dans le mur m'a semblé différent de tout ce que j'avais construit auparavant. J'avais l'impression de construire une vie qui était la mienne seule, non pas empruntée, non pas vidée pour les autres, non pas enveloppée de culpabilité ou de dette. Un soir, mon fils m'a demandé si nous retournerions un jour voir grand-mère et grand-père. Je l'ai regardé et j'ai dit, nous allons créer notre propre famille maintenant. Parce que nous l'avions fait. À travers le feu, le silence, la trahison, et finalement, le lâcher-prise. Les gens qui partagent votre sang ne sont pas toujours votre famille. Parfois, ce sont juste les premiers à vous apprendre ce que l'amour n'est pas. Et quand la fumée se dissipe, vous pouvez choisir avec qui vous reconstruisez. J'ai fait le bon choix. La grande nouvelle, 8 mois se sont écoulés depuis cet appel. 8 mois depuis que je me tenais dans cette allée avec Noah. 8 mois depuis que j'ai lu cette lettre, et 8 mois depuis que j'ai viré de l'argent sur un compte médical en me disant que c'était la fin. Je n'ai plus jamais parlé à mon père, même pas pour demander comment s'était passé le traitement. Je me suis dit que si ça allait mal, j'en entendrais parler. Sinon, eh bien,
il pourrait vivre avec le silence qu'il avait contribué à créer. Depuis, tout a changé. Et je ne veux pas dire ça de manière dramatique, comme dans une fin de film. Je veux dire de la manière petite, lente et difficile, celle qui semble mériter. Nous avons acheté un terrain en dehors de Los Angeles. Assez loin pour respirer, assez près pour le travail. Ce n'est pas plat, pas facile à construire, et le sol est nul pour le jardinage, mais c'est le nôtre. J'ai coulé la première dalle de fondation moi-même avec l'aide de mon beau-père et d'un ami du travail. Nous n'engageons pas d'entrepreneur. Nous la construisons mur par mur. Pas d'hypothèque, pas de calendrier, juste de la sueur, du bois et de la patience. Je travaille 6 jours par semaine maintenant, à temps partiel dans un atelier de fabrication, à temps partiel à la construction de la maison. J'ai toujours mal aux mains, mais c'est une bonne fatigue, celle qui vient de la création, pas de la survie. Mon fils a sa propre chambre maintenant dans la maison de location où nous restons jusqu'à la fin de la construction. Il a choisi les couleurs pour les murs de sa future chambre. Bleu et argent, comme le ciel et les robots, m'a-t-il dit. Ma femme a souri et a hoché la tête, pensant déjà aux rideaux. Elle a été solide à travers tout ça. Elle ne m'a jamais demandé une seule fois de les contacter, jamais suggéré que j'étais peut-être trop dur. Elle laisse le silence rester silencieux, non par colère, mais par compréhension. Les gens me posent parfois des questions sur ma famille, les gars au travail, les voisins. Je dis juste, nous ne sommes pas proches, et je laisse ça comme ça. Personne n'insiste. Tout le monde a une version de cette histoire. La mienne a juste un incendie de maison au milieu. De temps en temps, j'ai envie de consulter leurs réseaux sociaux, juste pour voir. Je ne le fais jamais. J'ai appris que guérir signifie parfois ne pas regarder en arrière, même par curiosité. Je ne sais pas si mon père va mieux. Je ne sais pas si ma mère pense toujours que je suis le méchant. Je ne sais pas où vit Jordan si Noah a gardé ce travail. Et je m'en fiche. Non par haine, juste par détachement. Parce que je ne suis plus le gars qui a besoin de prouver quoi que ce soit. Je ne suis pas le fond d'urgence, la poutre de soutien invisible, le réparateur. Je suis juste Luc maintenant. Un homme avec les mains endolories, une maison à moitié construite, et une famille qui m'a choisi en retour. Et enfin, la paix. Il y a une chose que j'ai retenue de tout ça, une chose que je me rappelle chaque fois que quelqu'un mentionne d'aider la famille. L'argent n'est jamais juste de l'argent dans une famille comme la mienne. C'est le pouvoir. C'est le contrôle. C'est une loyauté présumée. Si je donne à nouveau quelque chose, ce sera un prêt clair, écrit, et avec la compréhension que ce n'est pas de l'amour, c'est une transaction. Et s'ils ne peuvent pas l'accepter, ils ne demandent pas de l'aide. Ils demandent à vous posséder. J'ai appris à dire non sans culpabilité. Maintenant, il a fallu que tout brûle pour que je réalise que les limites se construisent comme des maisons, une planche à la fois, et seulement après avoir enlevé la pourriture.